Guys, j'espère que vous portez bien. Avant de revenir sur la conférence de presse de Rubena, pronostics et autres en vue du match contre Leicester, nous allons s'il vous plaît prendre le temps, prendre le soin de décortiquer ensemble les propos de notre cher copropriétaire. Bien évidemment, j'ai nommé Sir Jim Ratcliffe. Et une nouvelle fois, je vais essayer de vous prouver par A plus B égale X, Y, Z exponentielle de logarithme qu'en réalité, celui-ci, c'est vraiment, mais vraiment un Tinky Winky. Pourquoi ? Car il y a tellement de contradictions dans ses propos que sincèrement, je me dis parfois, il vaudrait peut-être mieux se taire. Bien évidemment, j'ai pris le soin de lister les punchlines, je vais les partager avec vous et au fur et à mesure, nous allons décortiquer cela ensemble. Jim Ratcliffe nous parle tout d'abord de la gestion post-Ferguson, chose qui a été très mal négociée selon lui. Il a qualifié cela de désastre. Et là, il rentre un peu plus dans le vif du sujet en prenant comme exemple le cas de Woodward. Woodward, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est un banquier. Conclusion, celui-ci n'a absolument, mais absolument rien à faire dans le milieu du football, encore moins dans un club du standing tel que Manchester United. Ça, on est d'accord. Pour l'instant, on est en phase. Ok. Ensuite, il poursuit avec Arnold, en nous disant que celui-ci était un rugbyman. Sincèrement, pour ma part, je ne le savais pas. Je viens de le découvrir. Mais pour moi, c'est assez contradictoire parce que, on le sait tous, hein, Arnold, c'était un tocard. Honnêtement, c'était un guignol de service. Mais pour moi, la raison qu'il a évoquée, en nous disant que celui-ci était un rugbyman, pour moi, c'est assez contradictoire parce que si celui-ci est un rugbyman et que celui-ci n'a absolument rien à faire dans le milieu du football, dans ce cas, on va prendre l'exemple de Sir Dave Braceford. Dave Braceford, on est tous d'accord que c'est quelqu'un qui évolue dans le milieu du cyclisme, n'est-ce pas? Donc, si la raison évoquée du pourquoi est-ce que Arnold n'a pas sa place dans le milieu du football, dans ce cas, on peut dire également Sir Dave Braceford. Pour moi, la raison n'est pas la bonne, mais en effet, Arnold, c'est un tocard. Ensuite, il poursuit avec Moyes, en nous disant sincèrement, et là, il fait un rapide comparatif, qu'on ne peut sincèrement pas remplacer un coach aussi mythique que Sir Alex Ferguson en ayant remporté 2 Ligues des Champions, 13 Première Ligue, 4 FA Cup, je crois, tout ça, par quelqu'un qui n'a jamais coaché un grand club. Jusque-là, encore une fois, on est d'accord. Mais c'est là que ça devient contradictoire. Parce que juste après, il commence à faire les éloges des Glazers. Il commence à vraiment caresser les Glazers dans le sens du poil. Et pourquoi je vous dis c'est assez contradictoire? Parce que, à mon sens, je pense, je suis pas sûr, mais je crois que quand on parle de Moyes, quand on parle d'Arnold, quand on parle également de Woodward, tout ce beau monde-là a été placé par les Glazers. Je crois, je suis pas sûr, mais je crois. Donc, il nous dit que ceux-là sont des tocards. Pendant 12 ans, ça a été très mal négocié, très mal géré. Mais là, il bascule en voulant défendre les Glazers. Mais ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que il arrive, il nous dit « Tout le monde me conseille de ne pas trop défendre les Glazers parce qu'apparemment, cela agace ses fans. » Il le dit d'abord. Donc, il nous le prévient que ses conseillers l'ont prévenu en lui disant « Mec, il faut pas que tu défendes les Glazers. » Mais pourtant, il veut se lancer dedans. Il nous dit, franchement, les Glazers, pour moi, ce sont des bons gars. Il a répété le mot honnête 3 reprises. Ce sont des gens honnêtes. Alors, guys, rapidement, vous pensez vraiment que ce sont des gens honnêtes? Des gens qui ont endetté le club, des gens qui ont soutiré plus d'1,3 milliard du club, des gens qui continuent à payer la dette, enfin, les taxes de la dette. Le mot honnête, il l'a répété 3 fois. Encore une fois, assez contradictoire. Il nous dit que ce sont des bons gars. Et là, il prend l'exemple de, justement, de l'affaire Ten Hag et Dan Ashworth, en nous disant que, justement, les Glazers ne sont pas allés au charbon avec eux. Ils ont été cool dans ce sens. Ils n'ont pas été vraiment ronchons. Ils ont été cool. Ils ont accepté, en gros, oui, on s'est trompé. Donc, franchement, les Glazers ont été cool. Mais combien de fois est-ce que les Glazers se sont trompés? Et donc, parce que, soi-disant, ils n'ont pas fait la guerre avec vous, parce que vous vous êtes trompé sur le cas de Ten Hag et également sur le cas d'Anna Ashworth, ils sont cool. Ok. Mais là où on va plus loin, c'est quand il nous dit que les Glazers viennent de... Coup déjà, je sais plus. Il a dit viennent de la bonne Amérique. Ce sont les meilleures personnes de la planète. Pas de la région de la planète. Ce sont des gens civilisés, magnifiques. Des gens gentils, magnifiques. Des gens polis, ouais, magnifiques. Et des gens gentils.
j'ai envie d'applaudir, guys. Ça, c'est une dinguerie. C'est une masterclass. Parce que sincèrement, je suis désolé. Hein. Moi, déjà, je ne le pense pas. Mais venir me dire frontalement que ce sont des gens polis, gentils, civilisés, les mêmes aussi, aller plus loin, nous dire que ce sont les gens les plus gentils de la Terre. En réalité, franchement, guys, je suis désolé, mais j'en ai rien à F. J'en ai rien à F qu'ils soient gentils. Franchement. Moi, je m'en fous. Moi, en tant que fan, ce qui m'intéresse, c'est la gestion de mon club. Que tu sois gentil, poli, beau, gentil, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la gestion de mon club. Chose que tu as critiqué la dernière fois en nous disant que c'était un désastre. Et tu viens, tu nous dis, ouais, ils sont gentils, ils sont beaux, ils sont vraiment... Et il va plus loin en plus, hein, parce qu'il veut nous faire avaler la pilule. Il nous dit, franchement, les Glazers, ils aiment énormément, passionnément le club. Ils aiment passionnément le club. Masterclass. Et il nous rappelle en même temps que ils ne peuvent pas venir regarder les matchs. On peut applaudir, guys. Donc, encore une contradiction. Vous voyez à quel point je vous dis ce mec, il est stupide. Tu nous dis, ils aiment passionnément le club, mais ils ne prennent pas le soin de venir regarder les matchs. Masterclass quand même, hein. Ils aiment le club, mais ils ne sont jamais là. Pourquoi? J'aimerais comprendre le pourquoi. Ils aiment passionnément. Le mot passionnément, sincèrement, pour moi, c'est une masterclass. Et ils ne sont jamais là. Ils ne sont jamais là. Mais il va encore plus loin. Là, il nous dit, selon lui, qu'en réalité, Manchester United aura besoin. Donc là, en gros, les Glazers sont des bons gars. Mais tout d'un coup, contradiction encore, il nous dit que Manchester United aura besoin d'avoir une gestion telle que Daniel Levy et le propriétaire de Crystal Palace. J'ai oublié son nom. Voici les deux exemples qu'il a cités. Mais déjà, donc ça voudrait dire qu'en termes de gestion, qu'il soit beau, qu'il soit gentil, honnêtement, on s'en bat les steaks. On s'en bat les steaks. Mais en termes de gestion, c'est catastrophique. On est d'accord. Mais, donc si tu prends comme exemple les propriétaires de Tottenham et de Crystal Palace, c'est-à-dire que là, ce qu'on a actuellement, ce sont nuls. Ils sont nuls. Mais encore une contradiction parce que je suis désolé aujourd'hui, guys, vous demandez à n'importe quel supporter de Tottenham. N'importe quel supporter de Tottenham, vous lui dites que pensez-vous de Daniel Levy, il va venir vous dire c'est un tocard. La haine, la même manière que nous ressentons de la haine envers les Glazers et petit à petit envers Ineos, je peux vous garantir que les supporters de Tottenham ont réciproquement la même chose, ressentent la même chose envers Daniel Levy. Donc ce n'est pas un exemple. Tottenham n'a jamais rien gagné. Absolument rien. Tottenham n'a jamais rien gagné. Pour moi, ce n'est pas un exemple. Encore une contradiction. Est-ce que vous voyez la liste des contradictions? À quel point ce mec-là, en fait, je me dis, mais il est... Les Glazers sont des bons gars. Maintenant sur cette conférence de presse. La première question était concernant la forme actuelle de cette équipe de Manchester United. 3 défaites uniquement en 12 matchs. Est-ce que oui ou non, Ruben Arubena a commencé à ressentir une certaine progression, une certaine évolution dans cette équipe? Il a répondu clairement que oui. Il a l'impression que ses joueurs comprennent et adoptent de mieux en mieux sa philosophie, ses stratégies, ses idées, ses plans, sa vision. Il a souligné également qu'à la suite d'un but concédé, on panique de moins en moins. Souvenez-vous, je crois que c'était contre Nottingham Forest. Il y avait un partout, mais dès l'entame de la deuxième mi-temps, on a encaissé un but. Derrière, 5 minutes après, on encaisse un troisième. Et là, c'était game over. Alors que là, quand on fait le parallèle avec le match de jeudi dernier contre la Real Sociedad, on a certes encaissé, mais derrière, on n'est pas sorti de notre match. On est resté dans nos bottes et on a repris le dessus. On n'a pas paniqué. Ça, c'est un point important. Il a souligné également que l'attitude, le mindset doit être le même. C'est-à-dire qu'on doit oublier le classement et on doit aborder les matchs de la même manière que nous sommes rentrés, par exemple, dans le match de la semaine dernière contre Arsenal. Et donc là, c'est Leicester. Il faut oublier en quelque sorte le fait que Leicester soit 18e au classement et les considérer, rester humble. Ça, c'est un mot que j'ai bien aimé. Et vraiment les considérer comme un adversaire digne de son nom. Il ne faut pas les prendre de haut, comme on a tendance à le faire. Il a souligné également le fait de faire une rotation, en soulignant que Casemiro était complètement carbonisé jeudi dernier. On l'a senti d'ailleurs. Il a souligné également que, justement, par le fait que Ugarte n'était pas encore complètement rétabli, il a pris le choix de ne pas l'impliquer dans ce match. Donc, je pense que là, Ugarte va jouer. À l'inverse, Casemiro va se reposer. Donc, je pense que voilà comment on va voir les choses. Il a souligné également que Maguire pourrait faire son retour, Mason Mount également. Mason Mount,
il a dit qu'il sera sur le banc, mais probablement qu'il jouera peut-être 5 minutes. Ensuite, il est revenu sur Heaven en nous disant que tant qu'il va jouer de cette manière, il va continuer à jouer. Il a souligné qu'il aimait énormément sa maturité, sa vitesse, son implication dans le jeu, mais en soulignant encore une fois qu'il n'a que 18 ans et qu'il est encore très jeune. Donc, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais sincèrement, c'est un joueur vraiment très mature. Il a souligné également qu'il aimait beaucoup Bruno Fernandes. C'est un joueur ô combien important pour lui. Il a un peu critiqué les arguments de Rekin. Bon, il n'a pas dit Rekin, mais il dit que les anciens joueurs, par le passé, ils avaient vraiment une vision de l'équipe. Et probablement qu'aujourd'hui, elle n'est pas nécessairement la même. Mais il faudrait qu'ils arrêtent de regarder cela comme deux couleurs, noir ou blanc. Il y a d'autres couleurs et qu'aujourd'hui, Bruno Fernandes, il fournit énormément d'efforts. Et donc, rapidement, en termes de kilomètres parcourus depuis son arrivée, je crois qu'il est deuxième dans toute la première ligue. Il a parcouru, depuis l'arrivée de Bruno Fernandes, il a parcouru 1800 km. C'est assez énorme, franchement. Donc honnêtement, ça c'est quand même qu'il faut souligner, dans le sens où il a répété encore une fois que c'est Bruno Fernandes qui marque actuellement. Il a marqué un coup franc somptueux contre Arsenal. Il a marqué également un triplé. Bien que ce n'est pas le plus important, mais ça aide énormément. Ensuite, il est revenu sur Mason Mount en nous disant « I love Mason Mount ». Vous voyez, il y a « j'apprécie »,« I like » et « j'aime ». En soulignant que Mason Mount, aujourd'hui, il fait absolument tout. Il met tout en œuvre pour rester fit. Il mange sain. Il prépare son corps vraiment de la meilleure des manières. C'est juste que là, pour l'instant, il n'est pas chanceux. Il a relevé le fait que plusieurs joueurs par le passé, ils ont connu multitude de blessures, mais au final, ils ont réussi à réinverser la tendance et il espère vraiment que cela sera le cas pour Mason Mount. Il aime beaucoup l'attitude du joueur, même sa façon de jouer. C'est un joueur, il a encore mentionné, qui a gagné la Ligue des Champions. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup dans notre effectif. Et donc, moi-même, je vous ai dit que j'aime beaucoup Mason Mount, mais honnêtement, à un moment donné, voilà quoi, j'abdique, j'abandonne parce que bon, si c'est pour venir jouer, j'aimerais qu'il soit présent au moins fit jusqu'à la fin de la saison. Au moins. S'il veut derrière qu'il puisse se blesser, mais qu'il puisse revenir. Mais là, nous sommes en mars, il reste avril, donc fin mars, avril, mai, il reste 2 mois et demi. C'est pas énorme. Donc il peut le faire. Donc voilà, grosso modo. J'ai écouté également la conférence de presse de Ruud van Nistelrooy qui expliquait que sincèrement, il est en train de chercher beaucoup de solutions. En chaque match, il essaie de s'adapter. Il a souligné leur match contre Chelsea à Stamford Bridge. Apparemment, ils ont été héroïques, ils ont été vraiment valeureux. Ils ont fait un très bon match. Malheureusement, derrière, ils ont perdu 1-0. Mais il souligne que son équipe se rapproche de plus en plus, justement, à sa vision. Donc maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à pouvoir se maintenir? C'est un autre débat. Mais en tout cas, il est de plus en plus confiant. Il trouve que son équipe commence à comprendre également sa philosophie. Ils vont dans la bonne direction. Là, clairement, ils ont besoin de points. Apparemment, cela va faire plus d'un mois. Plus d'un mois que Leicester n'aura pas marqué à domicile. Je ne sais pas si c'est toute compétition confondue ou uniquement en première ligue, mais ça va faire plus d'un mois. Bien évidemment, je sens la banane gros comme une maison. Je pense qu'on va encaisser là, bizarrement. Donc ça va faire plus d'un mois que Leicester n'a pas encaissé de but, n'a pas marqué de but, pardon, à domicile. Donc honnêtement, c'est pour vous dire à quel point cela cogite dans leur tête. On a posé la question encore une fois à Ruud van Nistelrooy, toi en tant que buteur né, est-ce que ça ne te ferait pas un peu justement de voir que justement ton équipe n'arrive pas à marquer? Il a répondu que de manière globale, c'est vrai qu'on doit marquer plus de buts, mais je dois également me focaliser sur l'ensemble de l'effectif. Nous devons concéder de moins en moins de buts, nous devons donc améliorer la défense et également le milieu de terrain pour pouvoir bonifier nos actions pour marquer. En termes d'équipe, en termes de compo, je pense que par rapport à ce que je vous ai dit, pour moi, Heaven, il doit continuer. Dans le sens où, encore une fois, Maguire revient. Est-ce qu'il faudrait brûler les étapes et puis le titulariser? Je ne pense pas. Il faut le préserver. Donc pour moi, Heaven doit continuer. Lindelof va jouer, puisqu'on rappelle encore une fois que Dorgu est suspendu. Donc conclusion, Mazraoui monte d'un cran, Dalot bascule sur le côté gauche. Donc Lindelof titulaire et Delirte avec Heaven. Donc Mazraoui à droite, Dalot, Ugarte, Bruno Fernandes, ça ne changera pas.
Et je pense que Garnacho va continuer. Højlund qui a fait un bon match, même s'il n'avait pas marqué la dernière fois. Et Zerzi. Je pense que c'est l'équipe avec laquelle il va y aller. Plus ou moins un ou deux changements. Je pense qu'il va aller avec cette équipe. En termes de pronostic, je pense... Moi, personnellement, j'ai envie de vous dire que là, on devrait faire comme a fait José Mourinho en 2017. C'est-à-dire mettre de côté la Première Ligue. Là, on ne va pas descendre. Il faut mettre de côté la Première Ligue et vraiment conserver nos meilleurs éléments en termes d'efforts, en termes d'énergie pour l'Europa League. Donc là encore, là, ce sera la trêve. Donc on peut se permettre d'aller mettre une équipe type. Mais dès le prochain match contre Brentford, je pense qu'on devrait plus... non, c'est pas Brentford, c'est Nottingham Forest justement. Je pense qu'on devrait plus faire tourner. Donc, je pense qu'il va avec cette compo et je crois que l'équipe est en train de grandir en maturité. Comme il l'a souligné, même quand on encaisse, on panique de moins en moins. Donc, avant, dès qu'on encaissait, tu te disais, allez, ça y est, le match, il est gone. Je pense que Manchester United va gagner. J'ai envie de vous dire 2-0, mais je sens que, justement, par le fait que Leicester n'a pas marqué de but depuis plus d'un mois à domicile, je ne sais pas, quelque part, j'ai l'impression que ça va tomber sur nous. Je dirais 2-0 quand même. Je maintiens mon 2-0 ou à la rigueur de 1, mais je pense qu'on va gagner. Donc, dans tous les cas, merci d'être venu jusqu'ici, guys, et je vous dis bien évidemment, prenez soin de vous. Vous connaissez la musique. Ciao, ciao.